Vous êtes toujours le bienvenu, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice. En fait, aujourd'hui, nous allons jeter plusieurs lumières sur la performance de l'économie égyptienne et ça dans un contexte mondial très difficile, dans des conditions économiques très sérieuses. Beaucoup de crises. Beaucoup, si je peux dire, des perturbations concernant les marchés internationaux, des vagues inflationnistes qui ont des retombées négatives sur la performance de l'économie égyptienne, notamment sur la livre égyptienne. Donc tout ça vont être bien sûr proposés aujourd'hui au cours de cette édition à travers des rapports de la part de Fitch, de la part de Bloomberg concernant l'économie égyptienne, le taux de croissance, les autres indices et quel est l'avenir de la livre égyptienne. En fait, pour vous donner les grandes lignes, par exemple, Fitch croit que l'économie égyptienne a de grandes opportunités pour sortir de la crise mondiale. Fitch encore a dit qu'il y a des prévisions positives pour l'économie égyptienne au cours de l'exercice en cours. D'après cette agence de notation internationale, le déficit de compte courant tomberait à 4,4% de PIB au cours de l'exercice en cours. D'autre part, on trouve que des experts estiment qu'il y a toujours trois axes principaux pour que l'économie égyptienne traverse saine et sauve cette crise mondiale, à savoir une négociation réussie avec le FMI, des investissements de plus en plus pompés par les pays du Golfe et enfin la réduction de la dette. Quant à Bloomberg, cette agence économique a, si je peux dire, trouvé que la seule voie, la seule issue de la livre égyptienne, c'était, si je peux dire, la dévaluation. C'est pourquoi Bloomberg a titré un dernier rapport, la seule voie est vers le bas pour la livre égyptienne. Donc c'est ce qu'on va savoir durant les derniers jours, plutôt c'est ce qu'on va savoir, qu'est-ce que se passe durant le mois d'août avec plus de précision et quelles sont les prévisions qui ont été proposées par les experts, par les grandes agences économiques. Tout ça va être bien sûr discuté et analysé à travers l'intervention téléphonique de notre expert de renommée internationale, M. Nadim Samna. Notre expert économique, c'est un homme également spécialisé dans le domaine de développement. M. Nadim Samna, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ma première question porte sur ce qui a été révélé par l'agence internationale de notation, bien sûr, Fitch. En ce qui concerne le récent remaniement ministériel, cette agence voit que c'est une bonne étape pour faire avancer le plan de développement en Égypte. Est-ce que vous partagez ce même point de vue ou non? C'est vrai que l'agence Fitch elle a noté disons, un point positif en disant que le gouvernement il prend des actions, même s'il y a un remaniement, et elle trouve que voilà, c'est toujours dans le bon sens. Après, moi je pense pas que l'agence Fitch est capable de connaître dire la qualité du ministre ou savoir vraiment s'il y a eu des changements dans la politique ou les politiques économiques du gouvernement. Mais là, ce qui est noté, c'est l'action. C'est-à-dire que le gouvernement, il n'est pas resté inactif et a choisi d'effectuer un remaniement, notamment pour certains ministères clés qui peuvent aider l'économie égyptienne. Oui. Ouais. Si je peux dire, une infographie présentée par le département des médias du Premier ministre égyptien indiquait que Fitch avait décidé de maintenir le classement de l'Égypte dans les indices de la situation politique du pays en raison des effets positifs qu'aura le dernier remaniement ministériel.
encore une fois, le remaniement ministériel est une décision gouvernementale qui confirme le sérieux de l'État face aux conséquences de la crise ukrainienne. Donc, encore une fois, j'ai une question aussi. Pourquoi de tels remaniements ministériels va être plus efficace face aux crises russo-ukrainiennes? Bah, on espère tous, bien sûr, que le remaniement sera efficace. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une bonne partie des ministres qui ont été, on va dire, remaniés concernent des secteurs qui vont aider à augmenter les réserves de devises étrangères. Donc, Voilà. par exemple, ça va réaliser, par exemple, Fitch voit que ce remaniement ministériel va réaliser des progrès en ce qui concerne les programmes visant à accroître la participation du secteur privé dans les plans de développement égyptiens. D'après votre évaluation, est-ce que ça va être réalisable dans les prochains jours ou non? L'augmentation on va dire, de la part du secteur privé dans l'économie, ça dépend des politiques et pas tellement on va dire, des ministères. Ça dépend vraiment des politiques. On peut changer des ministres, mais sans forcément avoir un impact sur la participation du secteur privé. Mais ce qui est noté, on voit que il y a la poignée des ministères qui ont été changés. Là, par exemple, tourisme, c'est parce que le tourisme est une source de devises étrangères. Ouais. Il y a l'aviation civile, ça va avec le tourisme. Il y a tout ce qui est industrie, ça c'est pour augmenter la part des exports et donc ramener des devises. Il y a aussi le ministère du secteur public, c'est pour permettre aussi aux entreprises du secteur public de produire plus et exporter aussi et être une source de devises. Donc il y a plein de ministères qui ont été remaniés avec, à mon avis, un objectif très clair, c'est ramener des devises et vraiment, on va dire, réduire la dépendance de l'économie égyptienne à la disponibilité de devises étrangères. Oui. Donc, en ce qui concerne par exemple le tourisme, comment ça va donner un plan de marketing plus efficace au niveau du marché touristique mondial? C'est ça, par exemple, l'un des points qui a été souligné dans ce rapport de Fitch. Le plan marketing du tourisme pour l'Égypte, c'est ça? Oui. Oui, là, on voit que cette année, c'est, on va dire, la première année depuis la crise du corona où, on va dire, le tourisme commence à reprendre son souffle. Les niveaux restent inférieurs on va dire, au tourisme avant le Covid. Je pense que les professionnels du tourisme, là, aujourd'hui, ils sont contents parce qu'ils retrouvent un petit peu d'activité, mais on n'est encore pas au même niveau qu'avant la crise. Ça, c'est sûr. Et dans tous les pays. Après, voilà, là, la crise, elle a rebâti un peu la carte. Il y a des gens qui ont changé leurs habitudes. Et c'est le moment où l'Égypte peut jouer sa carte avec, on va dire, des attractions culturelles, avec tous les monuments à Luxor et Assouan, les plages avec la mer Rouge, la mer Méditerranée. Donc, beaucoup d'attractivité. Il y a eu énormément d'investissements au Caire et à Alexandrie pour restaurer des musées, pour restaurer des monuments. Bien sûr, on est témoin d'une inauguration d'un resort ou d'un site touristique, d'un siège gouvernemental. Il s'agit de New Alamein ou la nouvelle ville d'Al-Alamein. Bien sûr, il y avait une inauguration faite par le président égyptien Abdel Fattah Sissi à côté d'autres dirigeants arabes. Donc, j'aimerais bien vous proposer cette question. Comment vous trouvez ce nouveau modèle égyptien? C'est la promotion touristique à travers des instruments politiques. Alors bien sûr, là, le fait de recevoir les dirigeants arabes à Al-Alamein, là, tous ces dirigeants vont être accompagnés de touristes, il y aura des reportages, ils vont montrer la plage à Al-Alamein, la belle plage, la mer, le sable,
etc. Donc c'est aussi ce qu'on appelle un paysage de carte postale qui va être vu et télétransmis à des millions de téléspectateurs dans les autres pays arabes. Donc c'est fait, et puis ça montre aussi les nouveaux investissements. C'est quand même plus facile de montrer à Al-Alamein avec les tours sur au bord de l'eau, avec la nouvelle route, avec tous ces investissements et qui montrent le changement effectué par l'Égypte. Et même là, pour les pays arabes, il y a beaucoup on va dire, de citoyens arabes qui sont venus en Égypte il y a 10-15 ans, qui ne sont pas venus depuis on va dire, les événements politiques, qui vont voir que ça a énormément changé depuis leur dernière visite, qui vont peut-être être motivés pour visiter l'année prochaine. Oui. J'aimerais bien retourner à une déclaration faite par l'une des responsables de Fitch, notamment la directrice de la gestion des risques, Ramona Moubarak. Selon elle, l'économie égyptienne a de grandes opportunités pour sortir de la crise économique mondiale et soutenir sa situation financière. D'autres experts même ont proposé quelques axes, comme Madame Ramona Moubarak, par exemple. Il y a toujours 3 axes sur lesquels l'économie égyptienne doit travailler pour améliorer sa situation, à savoir la première option ou le premier axe réside dans le prêt du Fonds monétaire international qui est en cours de finalisation. La deuxième option ou le deuxième axe réside dans le soutien du Golfe aux projets gouvernementaux. Et enfin, le troisième axe, c'est le financement des institutions multilatérales. Donc, ce sont des solutions ou des issues devant l'économie égyptienne. Comment vous avez analysé de telles options ou de tels axes? Aujourd'hui, ce sont des axes qui sont connus par tout le monde. Là, on en parle depuis longtemps. On voit bien, la dernière crise, c'était il y a 5-6 ans. On parlait toujours des mêmes axes. Et avant cela, et même du temps de Moubarak, c'était toujours les mêmes axes. Alors, le prix du FMI, on va dire, c'est l'option immédiate, l'option court terme. Après, l'option moyen et long terme de production locale. Et là, c'est le cheval de bataille de plusieurs ministères, et il faudrait prendre, on va dire, des actions sérieuses pour évoluer dans cet axe et pas attendre la crise, en tout cas la prochaine crise qu'elle arrive. Oui. Avant de vous donner l'espace de parler à propos d'un point que je vais proposer à nos chers téléspectateurs, Fitch, ou cette responsable dans l'agence de notation Fitch, a dit que l'annonce par le fonds d'investissement public saoudien du lancement de la Saudi Egyptian Investment Company reflète la tendance du gouvernement à soutenir les investissements du Golfe, à éviter de voir une vague de sorties d'investissements étrangers auxquels il a été exposé, c'est-à-dire l'économie égyptienne, auquel l'économie égyptienne a été exposée lors de la vague de Corona pour la première fois. Et il y avait une autre vague de sorties après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne qui a coûté le pays un déficit de près de 7,3 milliards de dollars au cours de 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022. Donc, Fitch a salué la tendance du gouvernement à ouvrir 80 secteurs aux investissements du secteur privé et la sortie partielle de près de 30 autres secteurs, ce qui montre bien le plan de l'État visant à assurer des investissements plus durables. Donc, monsieur Nadim Samna, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez de telles tendances gouvernementales concernant donner plus d'espace au secteur privé dans des secteurs plus divergents, et en même temps, l'État égyptien sort de plus en plus de ces domaines?
Ben, bien sûr, je pense que ça fait partie, oui, des objectifs et des recommandations, on va dire ça, du Fonds monétaire international, c'est augmenter la part du secteur privé dans l'économie. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu une baisse continuelle de la part du secteur privé dans l'économie en Égypte. Et l'essentiel de l'investissement était réalisé par les fonds publics. Il faut que cette situation change parce que le secteur privé, c'est quand même le secteur qui va permettre d'avoir des investissements plus durables et il va alléger le poids des investissements on va dire, du gouvernement. Il va permettre de dépasser une part d'investissement, une part de 20% du PIB. Et c'est vrai que voilà, il faut constater que ces dernières années, comme cette part du secteur privé dans l'économie a baissé continuellement, c'est qu'il faut faire des changements, il faut faire des rectifications. Et bien sûr, les annonces de sortie de certains secteurs ou de baisse de certains autres secteurs par le gouvernement, ça va dans le bon sens. Après, je pense qu'il faut accompagner un peu plus les investisseurs privés et pourquoi pas on va dire, se diriger vers des investisseurs, des hommes d'affaires qui sont connus, qui sont capables d'investir dans ces secteurs et de quand même recevoir le soutien du gouvernement pour développer, on va dire, des industries locales assez importantes. Les investisseurs, on va dire, individuels de plus petite taille ne pourront pas investir dans un secteur comme ça s'il n'y a pas déjà des entreprises déjà bien établies. Les investisseurs, on va dire les petits investisseurs, les PME, etc., elles ne peuvent pas exister que s'il y a des grandes entreprises. Ces grandes entreprises vont se servir des PME pour jouer ce rôle d'approvisionnement, pour compléter le portefeuille de produits ou de services des grandes entreprises. Donc d'après vous, je sais que vous avez la main dans des affaires concernant les investissements arabes en général, notamment des pays du Golfe. Donc d'après votre remarque, il faut plus de dynamisme de la part du gouvernement afin de faciliter la tâche des moyennes et petites entreprises étrangères qui veulent pomper un peu plus d'investissements au sein de l'économie égyptienne ou qui veulent établir des compagnies au sein de l'économie égyptienne, n'est-ce pas? Bien sûr, là, les investissements des pays du Golfe viennent soutenir l'économie. Là, pour l'instant, on voit que les grandes annonces sont concernées surtout des entreprises qui sont cotées en bourse. Mais il y a aussi des annonces d'investissement pour création d'usines et d'unités productives. Donc ça, c'est vraiment très productif. Et puis on voit que la récente rencontre entre le président Sisi et puis les dirigeants d'autres pays, les Émirats, la Jordanie, l'Irak et le Bahreïn, ça va permettre aussi de créer des entreprises d'une taille significative pour servir tous ces pays-là et avoir cette complémentarité économique. Donc ça, c'est vraiment de l'investissement durable. Oui, en fait, à la lumière de ce que vous avez dit, les investissements durables et ainsi de suite, par exemple, on trouve que la livre égyptienne chute devant le dollar, bien sûr, c'est une réalité, et Bloomberg a fait un rapport très important. La seule voie est vers le bas pour la livre égyptienne, et elle a posé la question, c'est de savoir combien. Parce que, selon ce qui a été publié dans son rapport, Deutsche Bank et Goldman disent que la monnaie égyptienne est surévaluée de 10%. Alors que l'Égypte est en pourparlers avec la famille après que ses finances ont été mises sous pression. Donc, j'aimerais bien vous poser cette question. Oui, il y aura une sorte d'évaluation ou dépréciation de la livre égyptienne face au dollar dans les prochains jours, peut-être. On parle de ça, et ça d'après les rapports.
Donc, quels sont ces effets négatifs et positifs et quels seront ces impacts sur les investissements étrangers? Et en même temps, qui veut déprécier la livre égyptienne? Est-ce que c'est une vision de la part du gouvernement ou c'est une vision de la part du Fonds monétaire international? Je vais vous donner l'espace pour nous parler de ces éléments. Bah, bien sûr, là, le sujet de la valeur de la livre égyptienne, c'est dans toutes les discussions aujourd'hui. Hein. Tout le monde se pose la question, alors le dollar va augmenter de combien on ne sait pas, enfin, on peut pas vraiment donner avec précision une valeur de baisse de dollar pour plusieurs raisons. Hein. Mais là, on se rappelle en 2016 lorsque on a fait le flottaison de la monnaie. La livre égyptienne, elle a quand même, le dollar a touché la barre de 20 livres avant de baisser graduellement jusqu'à descendre à 15,5 livres et c'est resté comme ça stable pendant longtemps. Alors au début, il n'y avait pas de soutien de la part de la Banque centrale, mais on s'est rendu compte que au fur et à mesure, la Banque centrale elle a quand même soutenu la livre égyptienne et elle va dire dépensé plusieurs milliards de dollars pour soutenir la livre égyptienne. Et c'est pour ça qu'il y a eu une première décision de baisser la valeur de la livre égyptienne jusqu'à atteindre 18,5-19 livres. Aujourd'hui, on sent à cause des tensions sur les devises, des problèmes d'import, etc., qu'il y a toujours un manque, donc il y a toujours des pressions sur la livre égyptienne. Il y a une peur de se dire, là, on vit quand même dans un environnement inflationniste, et si jamais on laisse libre cours à la devise, eh ben, la valeur du dollar va augmenter. On sait comme l'Égypte importe énormément de produits, ça va se traduire par une augmentation significative de l'inflation. Et le gouvernement n'a pas envie de subir ce genre d'inflation. En 2016-2017, va dire, ça a été absorbé parce qu'on sortait d'un environnement différent. Aujourd'hui, le choc, il va être très douloureux parce que on sort aussi de 2 années de Covid où il y a eu une baisse des investissements, baisse du tourisme. Et donc là, ça devient une situation critique et le gouvernement a envie de réfléchir à plusieurs fois, pas juste 2 fois, avant on va dire, de faire cette décision et d'actionner cette décision. Donc c'est celui qui dit 10%, 20%. Je pense qu'il peut pas prévoir avec certitude. Ouais. Et avant, en 2016, personne ne pouvait prévoir cette baisse importante de la valeur de la livre égyptienne. Donc nous sommes dans une situation d'incertitude concernant la livre égyptienne, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mais là, si vous voulez, là aujourd'hui, on va dire, le scénario idéal, c'est à recevoir, dire, le prêt du Fonds monétaire international, ouais. Recevoir un soutien significatif de la part des pays du Golfe, et puis éventuellement aussi recevoir des prêts en vendant des obligations à l'international. Ouais. Donc avoir suffisamment de réserves en devises, mais les problèmes structurels de l'économie égyptienne, elles ne vont pas être résolues pour autant. Ouais. Ouais. Le tourisme peut s'améliorer. Bon, il y a toujours le canal de Suez, le transfert des Égyptiens à l'étranger, ça continue, mais il faut vraiment réduire le déficit commercial parce il reste significatif. Oui, mais à quel point oui, mais monsieur Nadim, mais à quel point vous trouvez que avec cette dévaluation de la livre égyptienne, le marché égyptien va de plus en plus attractif aux yeux des investisseurs? Parce que, par exemple, il y avait des statistiques qui ont été révélées ces derniers jours concernant
une hausse de volume d'investissement, par exemple des Émiratis ici en Égypte de 168%. Et ça à côté d'autres investissements arabes qui ont été bien sûr pompés durant les derniers jours. Mais en même temps, on trouve que le gouvernement égyptien, l'État égyptien essaye de prendre cette orientation, c'est l'industrialisation. Donc ma question, est-ce que l'industrialisation peut vraiment être une boue de sauvetage pour l'économie égyptienne? Est-ce que nous pouvons dire, ou à quel point nous pouvons dire que l'économie égyptienne, si elle va traverser cette crise, va être de plus en plus forte devant les autres économies de la région, notamment si on va appliquer ce qu'on appelle la complémentarité arabe dans le domaine industriel, dans le domaine économique? C'est une première solution, hein, c'est la première étape. Donc si on arrive à avoir cette complémentarité entre pays arabes, ça va augmenter ou renforcer le tissu industriel dans les pays arabes et éventuellement attirer des investissements étrangers pour enrichir ce tissu industriel. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un investisseur étranger de venir, de dire « Ah, je vais commencer une nouvelle usine », même si c'est des produits qui sont importés et tout. Et il faut voir aussi, pour s'engager sur un investissement, c'est un engagement de très long terme. On parle de 10-20 ans minimum. Et le retour sur investissement, c'est-à-dire que entre le moment où l'investisseur commence à dépenser et le moment où il commence à recevoir un revenu pour compenser ses investissements, il se passe plusieurs années avec des procédures administratives, avec des incertitudes géopolitiques, des incertitudes économiques. Donc c'est une décision qui est très lourde aujourd'hui, très lourde. Ouais. Mais voilà, si on arrive déjà à commencer avec les pays arabes, c'est positif. Oui, oui. Donc, Monsieur Nadim Samna, en fait, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne l'économie égyptienne. En fait, si je peux dire, est-ce que, avant de clôturer, est-ce que, ou comment même vous trouvez que nous pouvons réduire un peu plus notre dette, et quelle est votre remarque concernant les orientations gouvernementales actuelles? Par exemple, on trouve que des agences de presse, des médias allemands trouvent que le gouvernement égyptien essaye de surmonter cette crise à travers des mesures d'austérité et à travers, par exemple, une sorte de commande.